RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, le haut-commissaire Laurent Prévost. Monsieur le haut-commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'RRB. 15 jours après la réunion à Paris du 19e comité des signataires. Alors, c'était pas votre premier comité des signataires. Presque. Mais c'était votre premier comme haut-commissaire. Ça change quelque chose, j'imagine, d'y assister dans ces fonctions-là. Ah oui, ça change beaucoup parce que le premier, c'était il y a 10 ans. J'étais spectateur, si je puis dire, comme membre du cabinet du ministre de l'Outre-mer de l'époque. Là, j'étais un petit peu plus en acteur quand même. Alors, ce comité des signataires, il devait notamment fixer la date du deuxième référendum. On connaît la donne, à l'avenir en confiance le voulait le plus tôt possible. Le FLNKS et Calédonie ensemble ne voulaient pas accélérer le calendrier. Finalement, on a coupé la poire en deux. Ce sera le 30 août ou le 6 septembre 2020. Est-ce qu'on connaît, ça y est, la date précise ? Le Premier ministre va indiquer sa décision là dans les jours qui viennent. Au-delà de la date, parce qu'on est à une semaine près, ce qui est important, c'est que la date retenue permettent à la fois l'organisation de cette deuxième consultation dans les meilleures conditions possibles, ce qui, je crois, le souhait de tous, en partant de l'acquis de la première consultation, du constat général que les choses ont été bien organisées, que les résultats n'ont pas été contestés. Et donc, comme ça demande le déploiement de personnel venu en particulier de métropole assez nombreux, près de 250 délégués dans les bureaux de vote, dont plus d'une centaine, 150 magistrats des différents ordres de juridiction, il faut s'assurer que la date soit finalement la plus pratique possible pour mobiliser toutes ces personnes, sachant qu'au mois d'août, tout le monde le sait, ce sont les grandes vacances encore en métropole, et donc il faut vérifier que tout ça se fasse dans de bonnes conditions. Et ensuite, plus fondamentalement, le choix de la date, il a été guidé par le souhait unanime des participants de faire en sorte que quoi qu'il se passe ensuite, il n'y ait pas de concomitance avec les échéances nationales en France, donc la présidentielle et les législatives, puisque ça n'avait, dans le passé, pas été une conjonction très positive. Et ça fait consensus, donc il n'y a pas de problème. La troisième consultation, si troisième consultation il y a, n'aura pas lieu pendant la période des élections nationales. C'est effectivement, vous le dites bien. Mais alors, 30 août ou 6 septembre, on le saura quand ? C'est le Premier ministre qui va l'annoncer, qui va... Oui, il l'a indiqué lui-même le soir ou dans la nuit du comité des signataires. Il a demandé aux différents ministères qui fournissent des personnels. J'évoquais les magistrats et les délégués, mais il y a aussi des moyens en force de l'ordre supplémentaires. Enfin, il y a toute une logistique importante qui doit se déployer. Donc, il a demandé aux ministres de lui faire part de leur analyse et de lui indiquer quelle était la date qui semblait la plus adaptée. Donc, ce travail est en cours. Je pense qu'on aura la réponse dans les jours qui viennent. Alors l'autre grande question de ce comité des signataires, c'était celle du corps électoral, notamment l'inscription des natifs qui justifie de 3 ans de résidence. Finalement, il n'y aura pas d'inscription automatique ? Je crois qu'il faut effectivement, ce qui a été décidé, c'est qu'on ne rouvrait pas la loi organique à l'occasion de cette deuxième consultation. Bon, ça a été un choix important qui a été fait pendant la journée du 10 octobre. À partir du moment où cette décision a été prise, eh bien, comme pour permettre à nouveau l'inscription d'office de ces fameux natifs ayant 3 ans de résidence et de CIMM démontrés, de centres d'intérêt matériel et moraux démontrés en Nouvelle-Calédonie, à partir du moment où pour inscrire cela à nouveau dans les textes, il fallait modifier la loi organique, eh bien, il n'y a pas cette réouverture. Et donc nous avons, sur la demande du Premier ministre, nous sommes en train de travailler à la façon dont nous allons inciter ces électeurs potentiels à s'inscrire et à faire la démarche avant le 31 décembre de cette année, 31 décembre 2019, qui est la date butoir pour que l'ensemble des Calédoniens qui souhaitent participer au scrutin, soit les scrutins d'ailleurs nationaux, soit les scrutins propres à la Nouvelle-Calédonie avec les corps électoraux qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie, il faut faire les démarches d'ici au 31 décembre. Voilà, il n'y aura pas de réouverture du tout, ce sera donc le 31 décembre, c'est vraiment la date butoir. Voilà, il y a la décision également qui a été prise, c'est qu'il n'y aurait pas de période complémentaire de révision des listes électorales. Donc on est dans le calendrier normal de révision des listes électorales, et ce calendrier normal suppose de faire une démarche d'inscription quand c'est nécessaire,
avant le 31 décembre de cette année. Alors, si on a un doute sur son inscription sur les listes, il faut se rapprocher de sa mairie, il faut le faire rapidement et il faut le faire pour, en tout cas, pouvoir effectuer l'ensemble des démarches, le cas échéant, avant le 31 décembre prochain. Nous sommes en train, au niveau du Haut-Commissariat, de travailler sur une application qu'on devrait pouvoir déployer le mois prochain, qui permettra aux Calédoniens de vérifier sur Internet ou sur smartphone s'ils sont inscrits sur les listes et où, pour avoir tout de suite cette information, mais c'est pas la peine d'attendre cette application. Voilà, je crois que si on le souhaite, il faut vérifier auprès de sa mairie les choses. Ensuite, nous engageons, ça a été l'objet du groupe de travail élection qui s'est réuni hier au commissariat pour ces fameux natifs plus 3 ans. Il y a un engagement qui a été pris de les accompagner dans leur démarche. Donc, dès les premiers jours de novembre, des courriers en accusé de réception vont être envoyés aux premiers qui sont détectés dans les différents fichiers. Et ensuite, on va les accompagner dans la démarche. Et ensuite, évidemment, ce seront aux commissions électorales dans les différentes communes d'examiner les dossiers, de voir s'il y a la démonstration d'une présence continue les 3 dernières années, et puis de prendre la décision. Mais ça crée quand même, et on l'a dit, une discrimination entre les natifs de droit commun et les natifs de droit coutumier. Et puis, ce ne sont pas exactement les mêmes conditions que pour le premier référendum. Vous entendez ces critiques, vous comprenez est-ce qu'il n'est pas regrettable qu'il n'y ait pas eu de consensus sur cette question lors du comité des signataires ? Un comité des signataires, c'est un lieu de rencontre de différentes positions. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, avec à la fin des compromis qui sont faits par les uns et les autres à partir de positions qui sont pas toujours convergentes. Mais il y a des tas de points sur lesquels il y avait un consensus d'ailleurs dès le départ. Et donc effectivement, sur certains points, il a fallu trouver un point d'atterrissage. Mais je le redis, la position de principe, c'était de ne pas réouvrir le chantier de la loi organique, qui ouvrait évidemment la possibilité de voir arriver d'autres dispositions, qui entraînait des conséquences assez lourdes sur le calendrier juridique et législatif. Donc à partir du moment où cette décision était prise, il y avait un certain nombre de conséquences qui en résultaient, dont celles que vous avez rappelées, mais il y en avait également d'autres. Et donc, il va y avoir toute une information de l'État pour ces natifs plus 3 ans. Oui. Les autres modalités pratiques, en revanche, ça fait consensus. Les procurations, mieux les organiser, les bureaux de vote décentralisés, etc. Il n'y a pas de bureau de vote décentralisé, je crois qu'il y avait consensus pour renouveler le dispositif, peut-être le modifier un peu pour qu'il y ait un petit peu moins d'engorgement sur le site de Nouméa. Mais on reconduit le dispositif. On va avoir une période d'option l'année prochaine, on aura l'occasion d'en reparler, qui sera plus courte que pour la première consultation. Et puis, ceux qui sont aujourd'hui inscrits dans un bureau de vote décentralisé et qui souhaitent y rester n'ont rien à faire, ils restent inscrits. Ça n'est que s'ils souhaitent changer leur choix qu'il faut se manifester, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et sur les procurations, il y avait consensus aussi pour dire que le système avait pas totalement fonctionné comme il fallait, en particulier quand les procurations étaient faites en métropole, puisque c'est un scrutin atypique qui arrive en dehors des calendriers. Certaines procurations sont pas arrivés dans les temps, donc il va y avoir un changement des textes nationaux pour faciliter les choses. Alors il y a aussi la communication de l'État sur les implications de la consultation. On en a parlé aussi lors de ce comité signataire. Globalement, tout le monde a considéré que pour le premier référendum, ça avait été trop tard et ça avait été insuffisant. Comment l'État va faire cette fois-ci ? Alors le constat qui était fait, c'est que c'était effectivement arrivé trop tard, puisque le document du Premier ministre était arrivé à la mi-octobre, quelques semaines avant la consultation, que ça avait été diffusé dans des conditions pas parfaites, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec un style, une présentation, un vocabulaire qui faisait qu'à part quelques spécialistes, dont vous, Madame Noir, il y avait sans doute pas beaucoup de gens qui avaient été au fond jusqu'au bout de la lecture et peut-être même de l'interprétation de ce qui était dans ce document. Donc la commande qui nous est passée, c'est à la fois une commande sur la forme, parce que ça compte, d'avoir quelque chose qui explique mieux à la fois l'accord de Nouméa, son contenu, ce vers quoi, effectivement, pourquoi il y a ces consultations, que chacun comprenne bien d'où on vient et pourquoi on en est là aujourd'hui, et puis naturellement sur les implications du oui et du non, de dire de manière plus claire. Pour cela, nous allons travailler avec les groupes politiques et les formations politiques ici en Nouvelle-Calédonie, bien sûr en nous appuyant sur l'expertise des ministères au niveau parisien, de telle sorte que par, discussions successives avec les tenants du oui et du non, on puisse avoir quelque chose, si possible, de consensuel, qu'on puisse diffuser
suffisamment tôt avant la consultation et qui permettent de mieux éclairer, puisque c'est une demande qui est faite, le choix des Calédoniens. Mais la position de l'État, enfin l'État restera neutre, il ne s'engagera pas dans le choix que doivent faire les Calédoniens. Ça, c'est une position qui a été constante. Quels que soient les gouvernements, les étiquettes politiques au niveau national, c'est aux Calédoniens de faire le choix de leur appartenance ou non à la République française et à l'ensemble de la République française. La volonté de l'État, partenaire et signataire de l'accord de Nouméa, c'est d'accompagner loyalement ce choix, de le faire en transparence, de le faire de la manière qui soit la plus impartiale possible, en jouant le jeu depuis le début des transferts de compétences, des politiques de rééquilibrage qui sont inscrites dans l'accord de Nouméa. Ça lui est reproché parfois, cette position de se tenir au milieu. Mais je crois que c'est aussi cela qui permet qu'autour de l'État, les uns et les autres puissent se retrouver, puissent se parler, et que quand on est à Paris et que le Premier ministre prend des positions, eh bien elles sont écoutées et respectées. Vous parliez des reproches. Récemment, le sénateur Pierre Frogier a dit qu'il avait compris aujourd'hui que pour l'État, seule la revendication indépendantiste était légitime. Qu'est-ce que vous lui répondriez pour le convaincre que c'est pas vrai ? Écoutez, moi j'ai vu depuis quelques jours au moins 2 destinataires historiques s'exprimer. Pierre Frogier dans le sens que vous indiquez, et plus récemment le président du Congrès, Rocco Amitan, expliquait que finalement le projet de Pierre Frogier c'était celui de l'État depuis toujours, de conduire à une forme de morcellement de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pas vrai. Alors d'abord, sur ce dernier point, je renvoie chacun de vos auditeurs au point 5 de l'accord de Nouméa, dont l'État est signataire et qui exclut formellement qu'il puisse y avoir effectivement une décision différente selon les différentes parties de la Nouvelle-Calédonie, que c'était un choix qui engagerait toute la Nouvelle-Calédonie et sans possibilité d'avoir des approches différentes selon le vote des différentes aires géographiques ou des différentes provinces. Donc il suffit de se rapporter à l'accord de Nouméa. L'État l'a signé. Il est tenu par cet accord, il s'y tient et il prévoit explicitement que le choix engagera toute la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, je le redis, bien sûr, quand Pierre Frogier ou Rocco Amitan d'ailleurs s'expriment en leur qualité de signataire, eh bien leur position, il faut écouter ce qu'ils le disent. Mais ensuite, très clairement, l'État dans cette affaire est le 3e signataire. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Il accompagne un processus. On lui a beaucoup reproché d'ailleurs de ne pas s'engager suffisamment. Et je crois que c'est aussi le signe que cette position, à la fois d'assumer les responsabilités qui sont les siennes, parce qu'il y a des compétences d'État évidemment qui sont assumées, des missions d'État qui sont assumées, mais dans ce qui concerne le processus de choix des citoyens calédoniens, dans l'expression de la souveraineté de la Calédonie, comme l'a rappelé le Premier ministre quand il est venu ici au matin du résultat du premier référendum, il y a cette volonté de le faire en impartialité et en neutralité. Un dernier point, si vous voulez bien, concernant le comité signataire, sur les dossiers économiques et sociaux. L'essentiel qu'il faut en retenir, c'est le prolongement, l'avenant au contrat de développement avec ces 9 milliards de plus. Un pilier de soutien à l'activité privée avec des possibilités de financement renforcées. Et un deuxième pilier qui est le soutien aux projets publics avec les contrats de développement. Une année supplémentaire pour permettre aux contrats en cours, parce qu'il y a des avancements très inégaux selon les projets et les périmètres, de se réaliser dans de bonnes conditions. Et puis 9,4 milliards supplémentaires sur des projets qui vont s'inscrire dans quelques objectifs un peu structurants de transition énergétique, de projets en faveur de la jeunesse, dont nous allons discuter avec les élus dans les semaines qui viennent. Ah, monsieur le commissaire, vous êtes arrivé au mois d'août en Nouvelle-Calédonie. Oui. Passez maintenant ce comité des signataires. C'est quoi vos priorités? Peut-être préparer le deuxième référendum, ou il y en a d'autres? Ça, la préparation de la deuxième consultation est en effet incontournable. Et j'ai un mandat assez précis et clair de la part du gouvernement là-dessus, c'est de faire au moins aussi bien que pour le premier. Ensuite, il y a, je le disais à l'instant, des responsabilités d'État. Il y a des fortes attentes en matière de sécurité. Je le sais, je l'ai entendu. On s'emploie avec les responsables des services de police et de gendarmerie d'adapter au mieux les dispositifs. Il y a eu beaucoup de
moyens supplémentaires qui ont été donnés. Maintenant, effectivement, il faut qu'ils soient au plus près des territoires et que nos concitoyens en voient les effets. Et puis, il y a d'autres missions d'accompagnement, bien entendu, en faveur de la jeunesse, en faveur de dispositifs comme Cadre Avenir, qui continuent année après année à donner des chances supplémentaires à des jeunes Calédoniens. Donc bref, voilà, un panel de missions qui ne s'arrête pas à l'organisation de la consultation. Avec notamment dès la semaine prochaine un déplacement dans le Nord, je crois, pour le chantier du centre pénitentiaire. Oui, nous allons avec 2 directeurs d'administration centrale, donc 2 des principaux directeurs du ministère de la Justice, poser la première pierre du centre pour peine de Koné. Donc là, c'est plus de 100 places supplémentaires de détention, mais avec aussi un souhait très fort d'aide à la réinsertion des détenus qui va être lancé, un chantier lancé à Koné avec 2 ans de travaux et évidemment une nouvelle implantation qui va permettre de désengorger le camp Est où les conditions ne sont pas toujours optimales. Monsieur le commissaire Laurent Prévost, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.